Non? Oui, ça y est, ça fonctionne. Super. Et bon, on va pouvoir y aller. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. On a du public, merci à vous d'être présents pour parler du papier dans cet échange et dans cette table ronde. Alors que le contexte n'est pas forcément le plus favorable justement pour le papier, les volumes sont en baisse, la concurrence des autres matériaux est rude et puis la hausse du coût des matières premières n'aide pas. Et bien pourtant, malgré ce contexte, le papier tente de se réinventer, tente de confirmer son importance, voire même son existence. Alors le papier ne disparaît pas, il se transforme et il se complexifie. On va le découvrir aujourd'hui. On va parler de tous les types de papier, on va aborder la question de la conception, de son recyclage jusqu'à son rendu hors du commun. Vous allez d'ailleurs le voir avec quelques exemples que nous avons à vous montrer aujourd'hui, et notamment avec un focus sur la très haute technicité, parfois insoupçonnée, de la filière papier. Pour en parler, nous avons 5 spécialistes du sujet qui sont venus partager leur expérience et leur bagage aujourd'hui. Céline Martin, qui est enseignante-chercheuse à INP Pagora, à l'école d'ingénieurs du papier qui est à Grenoble. Bonjour. Vous êtes accompagnée également d'Alice Canal, la directrice associée chez Impresco, qui est un imprimeur créateur basé à Aix-les-Bains en Savoie. Bonjour. Gaëlle Depré, qui est Senior Innovation et R&D Center Manager chez Fedrigoni. Je l'ai bien prononcé, parce qu'on l'a tous écorché avant. C'est plus facile de le dire à l'italienne en fait, Fedrigoni, c'est ça? Voilà, créateur de papier d'exception. Catherine Fulcham, qui est avec nous, éditrice indépendante à la tête de l'atelier Les Éclaireurs. Bonjour Catherine. Et Pierre Barqui, le président de l'association Culture Papier, avec qui on va démarrer ces échanges. Je vais vous laisser prendre un micro pour commencer, Pierre, pour poser un petit peu le décor du marché. Normalement, il fonctionne, on va vous l'ouvrir ce micro. On va poser le décor avec vous sur le marché du papier aujourd'hui. On observe que la performance, l'usage ont pris finalement le pas sur la quantité. Voilà, en quelque sorte, le papier devient de plus en plus technique. Alors, Pierre, à quoi est-ce que ressemble le marché du papier aujourd'hui en France? Voilà, il faut allumer votre micro. Merci beaucoup à la technique. À quoi est-ce que ressemble le marché du papier aujourd'hui en France? Alors, le marché du papier aujourd'hui en France, il est tout à fait bouleversé depuis une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que, en effet, à l'époque, c'était une matière première qui était utilisée pour transmettre, pour emballer, mais de manière très sommaire. Et on était sur des papiers de commodité. Il y a des normes qui sont arrivées aujourd'hui, à la fois sur les papiers graphiques, mais également sur l'emballage. Et ça a tout bouleversé. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre aujourd'hui ne se contentent pas de dire je veux du papier craft ou je veux du papier pour emballer ci ou ça. Il y a des normes avec... aujourd'hui, on voit bien le papier sans fluor, on veut des papiers sans plastique. Donc même le papier qui avait un petit peu de PE, de polyéthylène, on ne veut plus de polyéthylène. Donc il y a beaucoup de changements. Les quantités ont baissé de manière drastique sur la graphique. Ça, c'est une catastrophe. Je vais vous donner un chiffre, par exemple. En France, on produisait à peu près 5,7 millions de tonnes de papier graphique en France. Aujourd'hui, c'est plus que 1,7 million en 20 ans. Je ne sais pas si vous voyez la dégringolade. Donc il y a vraiment des secteurs qui reculent par rapport à d'autres. Oui, mais en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la digitalisation qui est très importante. Aujourd'hui, vous voyez assez peu de gens dans le métro, dans le train, etc. J'ai pris le train ce matin pour venir de Paris. Ils sont tous avec des tablettes, des iPads, des ordinateurs. Il y a très peu de gens avec des magazines, avec des journaux, etc. Donc ça, c'est un changement, de mentalité aussi. Il y a aussi ce qu'un auteur célèbre a appelé la tyrannie du divertissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on est attiré par tout ce qui est moderne. Donc quand on a 5 minutes, au lieu de prendre un bouquin maintenant et au lieu de prendre un journal, on prend une tablette pour regarder Netflix, pour regarder Facebook, pour regarder que sais-je, ou même LinkedIn si c'est professionnel. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait honneur au papier, je suis venue avec ma tablette, vous avez tous imprimé vos interventions. Je suis pas très bonne élève. Est-ce qu'il y a, on peut dire que le papier, je l'ai un petit peu dit en introduction, le papier devient plus technique, mais à travers quoi? Il devient très technique parce que, encore une fois, les donneurs d'ordre, parce qu'il y a des nouvelles normes, imposent
une garantie alimentaire, une protection à l'air, une protection à l'humidité, une protection... enfin, tout. Aujourd'hui, il y a pas mal de normes. Encore une fois, il y a le PFAS aujourd'hui, hein, le sans fluor, etc. Il y a plein de normes aujourd'hui qui sont imposées par les clients. Les clients veulent du recyclé, mais qui soit garantie alimentaire. Donc ils vous disent, je ne comprends pas, vous avez un 100% recyclé, vous n'avez pas la norme ISEGA. Et tous les papiers recyclés n'ont pas la norme, la garantie alimentaire. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un donneur d'ordre qui ne se contente pas de dire je veux tel papier avec telle caractéristique. Donc ça oblige les papetiers, en effet, à travailler, à innover, à travailler et à faire de la recherche pour qu'en effet, les papiers répondent aux demandes des clients. Est-ce qu'il y a des idées reçues que vous constatez autour du papier et si oui, lesquelles? La grande idée reçue, c'est je ne pollue pas, j'appuie sur un bouton, j'envoie mon mail, j'ai pas imprimé de papier, j'ai pas acheté d'imprimante, j'ai pas acheté d'encre, j'ai pas acheté d'enveloppe, j'ai pas acheté de timbre, etc. Or, pardon, mais en effet, on fabrique du papier à partir du bois, mais à partir de dérivés du bois, c'est-à-dire ou de coproduits du bois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a deux essences d'arbres, les feuillus et les résineux, ça c'est la première chose. Ensuite, on a des coupes d'éclaircies. Il faut éclaircir la forêt pour qu'elle soit entretenue. Il n'y a qu'à passer. Il suffit de se balader en France et de voir qu'une forêt qui n'est pas entretenue, c'est un gros bazar. C'est comme notre jardin quand on taille pas la haie et qu'on coupe pas l'herbe. Et puis, et le bois, 80% du bois, pardon, hein, il faut entendre ça, c'est la construction et l'ameublement. On ne coupe pas d'arbres pour fabriquer du papier. Par contre, tout est utilisé. On utilise des copeaux de ciré, on utilise des bois impropres à la consommation pour la construction et l'ameublement. Il y a des troncs qui sont trop étroits, le diamètre des troncs est trop étroit, et ça, en effet, ça va dans les papeteries. Mais 80% du bois va à la construction et l'ameublement. Et moi, je dis aux gens qui disent arrêtez de couper les arbres, il y a aujourd'hui, en un siècle, la forêt elle a doublé. On est passé de 11,5 millions d'hectares à 17,5 millions d'hectares. Et pardon, mais au début du siècle, on produisait à peine 10 000 tonnes de papier. En début 2000, on a fabriqué 10 millions de tonnes. Ça suffit, à mon avis, à expliquer aux gens qu'on ne coupe pas des arbres pour fabriquer du papier. Céline Martin, je vais vous laisser prendre un micro peut-être pour rebondir, réagir sur cette idée reçue. Est-ce que vous partagez ce regard-là ? Effectivement, c'est ce que j'allais dire sur les idées reçues. C'est qu'on ne coupe pas d'arbres pour faire du papier, mais justement, tout ce qu'on va utiliser en papeterie permet d'entretenir les forêts. C'est pour ça qu'on a aussi des papiers labellisés FFC, etc. Et du coup aussi tous les coproduits, quand on va extraire la fibre de ces copeaux de bois, vont servir aussi à la bioraffinerie, dont à produire des produits chimiques biosourcés, par exemple, qu'on peut trouver comme additifs dans des chewing-gums, dans des dentifrices. Voilà. Donc effectivement, il faut se sortir ça de la tête. On ne coupe pas des arbres pour faire du papier. Et malheureusement, on l'entend encore bien trop au quotidien. Gaëlle Depré, je vous donne la parole à présent. Est-ce que vous confirmez en tant que créateur de papier, pour le coup d'exception, ce sont les donneurs d'ordre qui fixent les règles ? Oui, partiellement, je dirais. Il y a les donneurs d'ordre qui fixent les règles, mais il y a aussi à nous à innover et à proposer de nouveaux papiers. Donc ça, on a toujours le rôle de fabricant de papier, d'innover et de proposer des nouveaux produits. Voilà, donc on l'a compris, merci à travers vos témoignages, hein, tout devient plus technique. Voilà, le plastique maintenant disparaît peu à peu, en tout cas on n'en veut presque plus. Hein. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec vous justement, Céline et Gaëlle. Il y a toute une dimension scientifique hein, qu'on ne soupçonne pas finalement derrière le papier. Vous, c'est votre travail, Céline, d'aller faire de la recherche, d'aller pousser finalement au maximum ce qu'on peut faire du papier ? Oui, on n'a pas tout vu encore. Non, tout à fait, parce que donc, du coup, dans notre centre de formation Grenoble BNP Pagora, on est aussi enseignants et chercheurs dans un laboratoire de recherche. Et du coup, c'est vrai que cette recherche académique, elle est là pour approfondir les concepts, comprendre des phénomènes, mais elle ne peut pas aller aussi sans la recherche appliquée pour essayer de trouver de nouveaux concepts et de développer de développer des papiers techniques
Et donc, oui, j'ai perdu le début de la question. Alors, du coup, quels sont les axes aujourd'hui de vos recherches? Eh ben, c'est vraiment tout ce qui est substitution des plastiques, comme vous l'avez dit, remplacement du pétro-sourcé par du biosourcé. Donc tout ce qui est valorisation de la cellulose notamment et de toute cette matière issue du végétal. Donc nous, les axes, il y en a beaucoup actuellement, mais si je vais en citer un, c'est peut-être, vous connaissez tous la boîte à œufs. Donc la boîte à œufs, c'est de la cellulose moulée si on veut parler un peu plus technique. Sauf que cette boîte à œufs, elle ne résiste pas à l'eau, elle ne résiste pas aux graisses, elle résiste à rien du tout. Et l'objectif actuellement est de transformer cette boîte à œufs pour en faire des emballages, donc des bouteilles d'eau, des bouteilles de shampoing. Donc ça, c'est vraiment une avancée technologique qui est en plein transfert vers les industriels. Et donc du coup, il faut ajouter un petit peu dans cette boîte à œufs, cette cellulose moulée, soit à cœur, en masse, des produits qui vont lui apporter ses propriétés, et aussi en surface, pour pouvoir aussi derrière, quand même, on est assez print, pour pouvoir imprimer ces boîtes à œufs pour tout ce qui est aspect packaging. Mais on a du mal à imaginer qu'on peut encore innover sur un matériau aussi ancien que le papier. Alors oui, il est très très ancien, mais il a toujours ses spécificités techniques et notamment tout ce qui est barrière. Donc Pierre en a parlé tout à l'heure. Vous connaissez tous le papier couché, glacé, enfin plutôt glacé comme vous diriez basiquement, mais c'est un papier, donc c'est un support de cellulose sur lequel on a mis une couche et qu'on a aussi calandré, donc appliqué comme un fer à repasser. Et donc ça, c'est vraiment pour l'industrie graphique. Mais du coup, maintenant, ces couches, en fait, on peut les transformer, au lieu de mettre quelque chose qui va être destiné à l'impression, quelque chose qui va rendre le papier barrière. Donc lui apporter soit une résistance à l'eau, à l'humidité, aux graisses, exactement, et aussi d'introduire tout ce qu'on a développé sur l'aspect recherche, donc les nanocelluloses. Donc Gaëlle en parlera un petit peu plus après, je pense. Et il y a une dizaine d'années, les nanocelluloses ont été découvertes sur la paillasse, peut-être même un peu plus que 10 ans. Mais actuellement, elles sont produites industriellement, et ce qui fait que les papetiers peuvent en mettre aussi dans leur papier, dans leur fabrication, pour apporter des propriétés spécifiques. Et toutes ces recherches, elles sont orientées en raison du contexte environnemental et réglementaire, d'innovation aussi, et de pistes. Enfin, voilà, vous êtes chercheur. Est-ce qu'il faut forcément un cadre réglementaire à vos recherches ? Il faut, oui, un cadre réglementaire et environnemental, puisque c'est la problématique vraiment actuelle de réduire tout ce qui est consommation d'énergie. Donc au niveau des fluides, donc ça c'est pareil, une idée reçue, c'est que la papeterie consomme beaucoup d'eau. Mais effectivement, pour produire du papier, on consomme de l'eau parce qu'on part d'une suspension donc, où il y a beaucoup d'eau, très peu de fibres. Donc on va pomper dans la rivière. Il y a le procédé qui va extraire toute cette eau pour à la fin avoir plus de fibres que d'eau. Mais par contre, tout est rejeté à nouveau dans la rivière, mais avec des contrôles drastiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc l'eau qui sort, en général, est beaucoup plus propre que celle qui rentre. Oui, donc effectivement, il y a au moins 90% de l'eau qui est utilisée, qui est rejetée. Et pour illustrer ce que vous disiez, moi j'étais il y a une quarantaine d'années en Norvège dans une papeterie. Et le directeur de la papeterie m'avait dit, tu sais que le meilleur saumon, il sort de là, de la rivière qui était à côté de la papeterie. Et moi, j'étais assez nouveau, donc je lui dis, c'est bizarre, c'est quand même... Et en fait, il y avait un traitement des eaux qui était tel que l'eau qui était prise dans la rivière et qui était rejetée ensuite était plus propre que quand il l'avait prise. Donc c'est vraiment pour illustrer ce que vous disiez, c'est important parce que c'est vrai qu'on a une image d'industrie polluante. C'est une industrie qui a fait sa révolution il y a très longtemps, qui est extrêmement, extrêmement soucieuse de l'environnement. On est quand même le champion d'Europe du recyclage, 84,3% en Europe, et on est le numéro 1 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Hein. Le digital, c'est 10 fois l'émission de gaz à effet de serre du papier. Voilà, on l'a dit. Vous voulez continuer ou compléter ? Non, peut-être aussi une dernière chose sur l'aspect recyclage. Maintenant, on ne peut plus développer un produit nouveau sans penser à cet aspect recyclabilité ou qu'est-ce qu'on va faire du produit après sa première vie. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on travaille notamment sur des projets de recherche où actuellement on peut imprimer des dispositifs d'électronique imprimés sur du papier, donc de manière additive. Et Nadège, ma collègue, est dans la salle, mais elle travaille aussi sur un projet où on a réussi à récupérer ces encres
Donc ces encres qui contiennent des nanoparticules conductrices, donc plutôt type argent. Donc vous voyez, c'est pas voilà, l'idée c'est vraiment déjà c'est un matériau cher, mais l'idée c'est de pouvoir le récupérer et d'en refabriquer des encres. Donc ça c'est au stade de la recherche. Donc on espère aller vers le transfert industriel pour justement aller dans ces problématiques de recyclage. Et ça, on sait dans combien de temps ça pourrait être opérationnel Ça prend toujours du temps parce que pour l'instant, le doctorant qui travaillait dessus en récupérait vraiment des toutes petites quantités en des temps très très longs. Mais d'ailleurs, s'il y a des questions dessus, peut-être que Nadège pourra y répondre. Mais non, ça prend toujours du temps, le transfert industriel. Je sais pas, moi. Après, le problème, c'est aussi les financements. Donc, on peut très bien avoir une très belle idée sur la paillasse, mais après, il faut pouvoir avoir du financement pour concrétiser ces idées et aller à l'échelle pilote et à l'échelle industrielle derrière. Donc, je sais pas, si c'était en 5 ans, ça serait génial, mais je dirais plutôt 10 ans pour être réaliste. Merci Céline Martin. Vous continuerez d'intervenir si vous avez envie de partager votre expérience. On va donner la parole à Monsieur Depré, à Gaël Depré qui représente l'entreprise Fedrigoni. Comment ça se traduit chez vous, cette innovation qu'est-ce que vous proposez de nouveau dans ce cadre qu'on vient d'évoquer? Alors, on va reprendre 2-3 choses qu'a dit Céline. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que donc moi, je dirige le centre de recherche Fedrigoni qui est près de Grenoble. Et on travaille en étroite collaboration avec Grenoble INP Pagora. On vient de créer d'ailleurs, il y a un laboratoire commun entre Fedrigoni et le Grenoble INP où on travaille sur 2 grandes thématiques. La thématique microfibrille de cellulose ou nanocellulose pour créer de la barrière. Donc Céline en parlait, Pierre aussi. C'est-à-dire qu'on va remplacer les plastiques par des papiers qui auront des propriétés similaires ou même plus performantes. Donc on a déjà une gamme de papiers, une gamme qui s'appelle Sylvicta, qui est basée à base de microfibrille de cellulose. Et c'est un papier complètement barrière au gaz, à l'oxygène et aux graisses. Voilà. Et on veut maintenant étendre ces barrières aussi à l'eau, vapeur d'eau, etc. Donc c'est un grand thème de recherche, le remplacement du plastique par le papier, avec des propriétés barrières ultra performantes. La deuxième thématique qu'on a, c'est la fonctionnalisation des papiers. On a évoqué aussi, c'est-à-dire qu'on va donner de la fonction à base en imprimant de l'électronique. Vous avez un exemple concret Oui, en fait, c'est par exemple les tags RFID. Quand vous allez dans certains magasins de sport, vous posez tout ce que vous avez acheté dans des bacs et vous avez une lecture automatique du prix. Donc voilà, on fabrique ce type de tag. On est le 5e fabricant mondial de tags au monde. Et on va aller beaucoup plus loin dans la fonctionnalisation. On va avoir des capteurs, on va avoir des batteries imprimées, on va avoir des écrans imprimés, on parlait des tablettes. Moi, mon rêve, c'est d'avoir aussi d'imprimer des écrans. Alors, on imprime des écrans qui ont pour afficher un prix, par exemple, sur du papier. Donc ça, c'est la phase R&D, mais tout ce qui est RFID, c'est vraiment industriel et c'est déjà en pleine croissance. On a aussi, je disais, des remplacements de plastique par le papier. Voilà, on a un stand Fedrigoni qui est juste à côté, là, qui est sur le covering ou sur tout ce qui est publicité indoor. On a une tendance de remplacement de plastique par du papier. On a une nouvelle gamme qui vient. Voilà, c'est vraiment une grande tendance, c'est au remplacement de plastique par le papier. Et c'est très technique. Il faut faire de la recherche qui dure longtemps. Il faut des partenaires comme Grenoble INP Pagora. Voilà. Alors, et justement, tous vos partenaires, comment est-ce qu'ils viennent, on va dire, vous mettre un peu la pression, entre guillemets, sur les objectifs à atteindre, le contexte dans lequel il faut que vous arriviez à proposer quelque chose qui soit adéquat. Vous sentez cette pression ou vous êtes encore un peu maître du jeu? Alors, sur certains domaines, on sent la pression du client, pas des partenaires, des clients qui veut vraiment des caractéristiques dans l'emballage alimentaire. Quand on veut les mêmes performances que certains plastiques, et quand on veut la barrière à l'oxygène, à l'eau, vapeur d'eau, aux arômes, au gaz, à tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et il faut pas seulement un matériau, il faut plusieurs matériaux. Il faut une couche, il faut par exemple de la cellulose microfibrillée.
sur lequel on va ajouter un autre matériau qui va donner une barrière à la vapeur d'eau. Et pour illustrer exactement ce que vous disiez, c'est le gobelet par exemple, c'est un bon exemple. On a remplacé quasi le gobelet en plastique aujourd'hui par du gobelet en carton, mais le gobelet en carton, c'était une fibre pure cellulose avec un peu de PE. Mais vraiment, c'était pour illustrer 230 grammes grosso modo de carton et c'était 10 grammes de PE, donc c'était rien. Et bien même ça, aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. Donc c'est exactement là-dessus que les clients nous demandent de travailler, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de PE. Aujourd'hui, ils veulent un carton avec une barrière, mais une barrière qui n'est pas du plastique. Donc là, on est vraiment dans le concret. L'autre exemple, c'est le film de routage. Vous savez, quand vous avez un magazine qui était emballé sous plastique, ben maintenant, c'est remplacé par du papier. Et alors, ça a été peut-être la révolution la plus rapide, parce qu'on a vraiment imposé aux gens qui faisaient du routage avec les magazines ou des journaux de les mettre sous papier. Et quasi 80% des clients se sont pliés à ça. Le plastique, c'est un peu plus lent dans l'emballage. Passer des barquettes en plastique au carton, on voit encore des clients qui nous disent tant que c'est pas, tant je me fais pas attraper par la patrouille, je fais rien. Mais on peut dire qu'il y a quand même maintenant une espèce de transition qui s'opère. Et c'est vraiment les clients qui nous imposent des papiers de plus en plus techniques. Et on peut aller très loin, finalement. On pourrait imaginer que le papier prenne la place du plastique. Si vous avez des exemples concrets, de comparaison, par exemple. Un exemple concret, c'est certains emballages qui étaient faits en plastique. Par exemple, des salades. Les salades, c'est pas facile à emballer. On a des marques de salades qui emballent maintenant dans du plastique, dans du papier, notamment Sylvicta, en rajoutant une couche supplémentaire. Mais voilà, des sandwichs, des capsules de café qui sont à base de papier. Voilà, tout ça, c'est la grande tendance. Et là, on vient d'acquérir une start-up l'année dernière. Donc on travaille aussi en croissance externe sur des gobelets. Donc en remplacement de la couche de PE par un couchage, une induction à base de silice. Donc sans plastique. Donc ce sera pur minéral ou cellulose. Oui, puis un exemple que tout le monde connaît aussi, c'est la paille. Il n'y a plus de paille plastique, maintenant on a des pailles en carton. Sauf qu'il faut penser que la durée de vie dans la boisson, elle est un peu moins longue qu'en plastique, mais en tous les cas, c'est vraiment des choses qui ont eu aussi un transfert rapide dans le quotidien. Le papier est partout. Alors, on est là aussi pour parler du papier imprimé et des ouvrages. On va justement avoir plusieurs exemples à citer ici. Mais pour revenir dessus et justement introduire cette troisième partie avec vous, Gaëlle, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez de nouvelles matières, de nouveaux aspects, de nouveaux touchés quand on pense à un magazine, un livre, vers quoi on va ? Alors, il faut savoir qu'il y a eu un switch en termes d'impression. Donc avant, moi quand j'ai commencé ma carrière, un peu avant les années 2000, il y avait beaucoup d'offsets. Donc maintenant, il y a déjà un switch sur le digital. Donc voilà, maintenant on sort des nouveaux papiers, des gammes digitales, Dry Toner, Indigo, etc. Mais il y a aussi, puisqu'on est dans le packaging de luxe, il faut toujours aussi avoir de nouveaux touchés, de nouvelles textures. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail aussi en R&D. C'est proposer aux clients de nouveaux aspects esthétiques. Il n'y a pas que de la technicité, il n'y a pas que de la barrière, il y a aussi de l'esthétique. Qui rentre. Le papier a toujours. On aime bien le toucher, on aime bien. Voilà, c'est toujours le cas. Mais justement, pour en parler, je vais vous passer la parole. Catherine Fulcham, vous êtes à la tête de la maison d'édition Atelier Les Éclaireurs. Vous êtes venue avec quelques-uns de vos ouvrages, puisque vous êtes là pour nous parler du choix éditorial, on peut même l'appeler comme ça finalement, que vous avez fait dans le type de papier pour l'impression de vos ouvrages qui sont des livres de voyage, qui se démarquent aussi éditorialement. Et du coup, le papier avait un vrai rôle à jouer finalement dans l'écriture et l'impression de vos livres. Oui, tout à fait. En fait, le concept était de republier, de revisiter des récits de voyage du 19e et du début du 20e siècle. Et sans le papier, le résultat n'aurait pas été du tout le même. J'ai fait des essais pour faire des publications digitales parce que Pardon, vous m'entendez mieux? Voilà. Est-ce que vous pouvez monter un petit peu le son du micro de Catherine, s'il vous plaît?
Merci. Parce que le fait est que le papier, ça coûte cher, que le papier, ça représente, alors grosso modo, la moitié du coût de fabrication d'un ouvrage. En plus, je suis partie sur du beau papier, c'est du Fedrigoni. Voilà, c'est cher, hein. mais en fait, Alors, je vais le montrer en même temps, hein. Le texte, en fait, le papier faisait vraiment partie du concept. C'est un beau texte, ce sont des textes classiques d'auteurs comme Flaubert, Stendhal, Maupassant, qui méritaient en fait un beau papier, une belle maquette, et c'est vraiment le papier un des composants, enfin la première matière en fait de ces ouvrages. Alors, quand on le touche, hein, si vous Oui. voulez venir jeter un œil après ces échanges, il y a comme un grain finalement sur la couverture. Oui, tout à fait. C'est un. Monsieur le dira mieux, mais c'est du. Il est grainé, il est légèrement grainé. C'est de l'impression offset. Et le côté tactile en fait de l'ouvrage m'a permis d'émerger. Au début, en fait, je faisais de l'autodiffusion, c'est-à-dire que l'éditeur va dans les librairies présenter son ouvrage. Le premier retour des libraires, ils sont toujours un peu frileux. Donc c'était encore un éditeur indépendant, on en voit trop. Et en fait, je leur mettais l'ouvrage dans les mains et immédiatement, alors le toucher de la couverture, ça faisait mouche immédiatement. Ça faisait mouche. Ah oui, complètement. Et le papier, en fait, le côté physique de l'ouvrage est très important. Et je pense qu'à l'heure où tout est digitalisation, à un moment donné, on a besoin d'une autre temporalité de lecture et on a besoin de choses physiques. Et j'ai le sentiment que le papier devient un support premium. Alors justement, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est finalement de se positionner sur le secteur plutôt du luxe avec le papier, ça correspond à l'image qu'on a de lui et ce qu'on attend de lui aussi? Alors, en tout cas, les marques qui sont en quête de sens et qui sont en quête de durabilité sont très attachées en fait au support papier. Et je le constate parce qu'une partie de mon activité, et j'ai une activité journalistique aussi, et aujourd'hui encore, un papier, un article qui paraît sur un support papier aura toujours plus de valeur, alors c'est de la valeur perçue, en fait, qu'un article qui est publié en ligne. Vous vouliez réagir, Pierre? Oui, l'édition, c'est un métier que je connais bien, puisqu'on a un papier qui est le papier des best-sellers. Hein. Cette année, on a eu tous les prix littéraires, le Renaudot, Goncourt, Médicis, Grand Prix de l'Académie française, etc. Et en fait, je crois que certains éditeurs se trompent en prenant des papiers plus bas de gamme, parce que finalement, on voit bien que ceux qui ont les prix, c'est ceux qui prennent des beaux papiers. Et là où je vous rejoins complètement, c'est que le livre, c'est un objet. Il ne faut pas oublier ça. Et les gens, ils prennent du plaisir. Donc un papier est plus ou moins texturé, il est plus ou moins lisse, plus ou moins... il y a des papiers ivoire, il y a des papiers blancs, il y a des papiers... il y a des grammages différents. Et je crois que c'est quand on a un livre dans la main, vraiment on s'évade, on parcourt, on réveille nos sens aussi. Hein, c'est important. Et je vous félicite parce que c'est courageux de... Non, mais c'est vrai, c'est courageux. Un métier que je connais assez bien. Et c'est assez courageux parce que je pense que c'est le bon positionnement. Et tous les éditeurs qui font le choix d'aller vers des papiers bas de gamme, alors ça s'explique, hein, il y a eu, on parlait de révolution, quand il y a eu la hausse énergétique et qu'on passe de 22 € le mégawattheure à 314 € le mégawattheure et que sur le prix du papier, on est obligé de doubler le prix du papier, de mettre un supplément énergétique de 800 € la tonne, on comprend aussi les éditeurs qui ont dit on va baisser les qualités de papier, mais on est revenu à un prix normal du gaz. Donc moi je pense qu'il faut se rappeler que à la fois pour les donneurs d'ordre, dans le luxe, dans le packaging, ou même aujourd'hui dans l'emballage traditionnel, le packaging c'est quand même quelque chose d'important et dans l'édition c'est primordial. Justement, ça me permet d'enchaîner avec vous. Alice Canal, vous êtes la directrice associée d'Impresco, un imprimeur basé à Aix-les-Bains. Vous êtes venue aussi avec des ouvrages à nous présenter. Avant de nous les montrer, vous rejoignez Catherine sur le côté, voilà, on vient chercher une expérience en fait quand on achète un livre. Ah bah, totalement. Le papier, enfin tout passe par le papier, en tout cas les sens. Aujourd'hui, c'est vraiment ce pourquoi les gens viennent aussi chez nous.
parce que d'ailleurs on a notre chiffre d'affaires depuis quelques années qui est relativement stable, mais qui s'est complètement transformé. Alors donc nous, ça fait 15 ans qu'on existe. On a toujours prôné de faire du beau pour faire du durable et de faire des quantités moindres. Même déjà il y a 15 ans, on était sur cette logique-là. Et aujourd'hui, vraiment, on est clairement là-dedans. On fait de petites séries, mais qu'avec de beaux papiers, on imprime à 70% que des papiers de création. Et quand on utilise des offsets et des couchers, c'est vraiment des beaux offsets, comme par exemple Alors, là, justement, le livre. qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre Eh ben, ce livre-là, il est fait en bel offset. Donc, on est sur un offset, un aréna de chez Fedrigoni. Et puis ensuite, on a pu mixer en fait 2 autres papiers de création à l'intérieur. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'avec les techniques d'impression comme le numérique, on peut faire des petites quantités. Et ça, vraiment, c'est super pour plein de choses. Pour les petites quantités et aussi sur quelque chose qu'on a parlé un petit peu, dans un autre aspect, mais on peut mixer le numérique, la donnée numérique qu'on va pouvoir analyser en informatique, en fait, avec de la donnée variable sur le papier et transformer le papier vraiment en réel outil de lien entre les supports numériques et le fait que le papier devienne... On a un vrai retour aux sources avec du vrai qu'on a envie d'avoir entre les mains. Ça, c'est vraiment, on en fait moins, on fait du beau et c'est vraiment ça. Quel client vient vous demander des ouvrages comme ceux-ci? Est-ce que ce sont des éditeurs, des marques Alors, on a vraiment de tout. Là, par exemple, le livre que j'ai apporté, c'est pour Simon, donc c'est la marque de Decathlon. Donc, on travaille avec des industriels qui veulent faire... Alors là, ils voulaient vraiment de la réactivité. Ils sont arrivés avec aussi une maquette déjà quasi toute faite qu'il fallait imprimer rapidement. Et on ne peut pas... en fait, en fonction du fichier et du rendu, on va vraiment adapter le papier. On va vraiment adapter le support en fonction des fichiers parce que le papier transparaît une émotion. Et c'est hyper important de choisir le bon papier en fonction du rendu que veut le client. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Quelques mots peut-être justement, Catherine, comment ça s'est passé dans le process de la réalisation de ces ouvrages? Il a fallu tester la matière, aller la découvrir. Bon, il y a le choix du prix aussi qui aide à choisir, j'imagine. Oui. Alors, je voulais vraiment un papier qui corresponde à l'objet, au texte. Donc j'ai interrogé tout simplement en fait l'imprimeur. J'ai d'abord fait le choix de l'imprimeur. Je lui ai exposé le concept et après on a choisi ensemble un papier qui véhiculait une émotion qui soit cohérente en fait avec le texte. On est sur des textes classiques. Il ne me serait jamais venu à l'idée d'aller chercher un papier couché brillant. Il fallait que on était dans une temporalité où on ralentit le temps du voyage. Il fallait aussi que le papier dise ça. J'ai fait un autre ouvrage hors collection qui était sur un voyage à moto. Et là, j'ai demandé à l'imprimeur un papier, alors sale entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait cette idée de poussière. Donc on est parti sur autre chose. Et en fait, avec l'imprimeur, en fait, la discussion se fait sur le contenu, en fait, c'est-à-dire une cohérence. Poétique. C'est très poétique le papier et c'est vrai que chaque papier a un toucher, dégage des choses particulières. Ça peut être effectivement quelque chose de très brut et dur. On a même des papiers qui des fois peuvent s'apparenter à plein de matières techniques. Et puis après, on va travailler les techniques d'impression associées au papier. On a par exemple un papier avec un toucher rugueux, un peu comme un papier de verre, un peu plus doux. Et voilà, c'est vraiment un des derniers qu'on a lancé aussi avec un toucher spécial. Donc, oui, ça pourrait faire du papier pour les motards. Hein. Non, mais le papier change beaucoup en fait. J'ai fait un essai juste pour l'épaisseur sur du papier extrêmement bas de gamme classique. C'était pas du tout la même chose. Et comment ça se passe, les discussions entre imprimeurs, éditeurs et créateurs de papier? Est-ce que tout le monde arrive à se comprendre? Est-ce que tout le monde parle la même langue déjà? Carrément. Carrément, là justement, on a un support, donc on a travaillé, c'est une boîte de chocolat façon carnet de poésie, donc où on a choisi un papier qui malheureusement vient d'être supprimé dans la gamme Fedrigoni à notre grand regret, le papier pergamenate, qui est justement un calque avec du bronze intégré, et qui rappelait vraiment ce côté lunaire et poétique aussi.
on fait de beaux objets en papier aujourd'hui. On fait plus des objets plutôt que on n'imprime plus pour imprimer. Il faut que le support raconte une histoire. Et en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on aime faire transparaître dans tous les produits qui sortent de chez nous. Mais merci beaucoup à tous les quatre. On l'a senti, hein, le papier a de l'avenir devant lui, notamment sur la partie recherche, tant sur la partie plus esthétique. Merci à vous quatre de vos témoignages. Si vous avez des questions, si vous voulez venir consulter les ouvrages qui sont ici, n'hésitez pas. On est encore là quelques instants. Si vous avez une question, manifestez-vous. On sera content de pouvoir y répondre. Ne soyez pas timide. Sinon, on peut le faire en privé après aussi. Ah, on a une question. Alors attendez, je vous apporte le micro parce que sinon... Non, en fait, je me demandais en vous écoutant tous tout à l'heure, mais en fait, c'est quoi du papier? Parce que vous dites, on va prendre un papier standard, on va rajouter une couche de ceci, une couche de cela. À la fin, est-ce qu'on peut toujours appeler ça du papier? En fait, le papier en soi, c'est quoi la définition du papier? Alors, je vais prendre la définition. Un papier, ça contient un minimum 50% de fibres de cellulose. Mais par exemple, un papier couché, on va lui apporter un papier couché glacé, comme vous parliez tout à l'heure. Il y a des couches de minéral dessus, mais c'est quand même un papier puisqu'on a au moins 50% de cellulose. Donc on a entre guillemets le droit de rajouter des couches pour donner des propriétés ou tactiles, pour avoir des effets optiques, pour avoir de la fonctionnalité. Donc c'est possible et il faut qu'on s'assure après souvent que ce papier reste recyclable. Ça c'est très important. Si on met une couche plastique, une couche de PE extrudé, la recyclabilité ça commence à pas être terrible. Donc on met des couches qui soient recyclables. Merci. Ça répond à votre question. Je pense qu'on a quelques infos intéressantes. Donc je suis debout. Est-ce que vous avez des questions que je puisse... Non, pas de questions ici. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Je dis le 4, mais en fait, vous êtes 5 depuis tout à l'heure. Je dis bien 4, mais vous êtes bien 5, nous sommes 6. On a répondu, je pense, à la thématique de cette table ronde, le papier plus technique qu'il n'y paraît. Merci de votre attention et bon salon à tous. Et merci à vous.